Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale ce matin, avant l'intervention du président de la République qui s'adressera aux Français ce soir depuis l'Élysée. L'Élysée qui accueillera, vous le savez, aujourd'hui l'ensemble des forces politiques, territoriales, économiques et sociales. Le président souhaite les mobiliser pour agir. Dans un instant, nous retrouvons nos correspondants dans les chaînes locales partenaires de cette émission pour analyser ce qui s'est passé dans nos régions samedi. Vous les voyez sur cet écran, à Bordeaux, à Perpignan, à Metz, à Nice et à Marseille. Puis nous tenterons de vous éclairer sur les étapes de cette reprise de dialogue voulue par le président de la République avec nos éditorialistes dans le club de la presse. Enfin, nous recevrons deux invités politiques ce matin. Aurore Berger, porte-parole de la République En Marche, et Geoffroy Didier, secrétaire général des adjoints des Républicains. Voilà, tout de suite, on passe au JT des territoires dans un instant. Deux images pour commencer qui illustrent le climat de tension du week-end dans de nombreuses villes de France. Paris, les images ont fait le tour de la planète, la capitale une nouvelle fois en proie aux violences et aux casseurs. Même tension et dégâts à Perpignan Nord, où on va retrouver Olivier Roiran. Vous êtes, Olivier, ce qu'on appelle la zone commerciale de Perpignan Nord. Olivier Roiran, vous êtes rédacteur en chef de Via Occitanie. Ce qui s'est passé dans la région d'abord, un petit point sur les mobilisations fortes et un impact très important sur la mobilité en Occitanie. Oui, bonjour Cyril. Effectivement, les Gilets jaunes ne désarment pas. C'est ce que titrait hier l'Indépendant, ici le quotidien des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Des dégâts, vous l'avez dit, sur le péage à Perpignan Sud, dont des cabines ont été brûlées, effectivement. Mais effectivement, c'est la mobilité qui pose problème, et notamment autour de cette autoroute A9 qui est très impactée depuis le début du mouvement au niveau des entrées et des sorties de l'autoroute. L'autoroute a même été coupée au niveau de Béziers samedi. Et puis la frontière espagnole qui a été totalement... le passage a été interrompu puisque l'autoroute, même en Espagne, était fermée à partir de Figueres samedi. Vous le disiez, la mobilité, c'est vraiment une difficulté ici dans les Pyrénées-Orientales. Mais il y a eu aussi des mouvements totalement pacifiques, au-delà d'autres événements et d'autres destructions qui ont eu lieu en marge de la manifestation à Toulouse samedi, de grosses destructions. Eh bien, il y a eu des mouvements pacifiques et des manifestations tout à fait tranquilles, notamment à Nîmes. Il y a eu 1000 motards qui ont défilé ici dans les rues de Perpignan tout à fait tranquillement samedi. Les Gilets jaunes ne désarment pas, c'est bien le fond de l'histoire ici en Occitanie. Alors Olivier Roiran, en Occitanie, alors on parle d'Occitanie, on parle à la fois de Perpignan, vous l'avez dit, de ce qui s'est passé à Toulouse, de ce qui se passe à Montpellier. Les zones commerciales ont été cette fois-ci non bloquées, c'était très très important pour les commerçants à quelques jours de Noël, hein, vous me disiez. Et oui, puisqu'il y a eu 3 week-ends successifs où justement la zone qui se trouve juste derrière moi, hein, on est sur Clérat, Rivesaltes au nord de Perpignan comme vous l'avez dit, eh bien, était totalement bloquée sur ces samedis importants, très importants à quelques semaines de Noël, dont 3 week-ends bloqués. Et ce samedi, pas de blocage, donc un vrai soulagement. Il faut dire que les commerçants s'étaient mobilisés. Ils sont allés voir à 2 reprises le préfet des Pyrénées-Orientales pour demander le déblocage. Ils ne l'ont pas obtenu, mais samedi, effectivement, ils ont pu accueillir des clients, même s'il y avait moins de clients, puisqu'effectivement, les gens hésitent même à se déplacer dans ces moments-là. Une étude, un chiffre important, il est communiqué par la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, moins 34% de chiffre d'affaires en moyenne sur la période. C'est une étude qui a été menée auprès de 1000 commerçants des Pyrénées-Orientales par la Chambre de commerce et d'industrie. Au moment où les blocages étaient importants ici sur cette zone de Clérat, les commerçants enregistraient jusqu'à 60% de chiffre d'affaires en moins. Merci Olivier Roiran, rédacteur en chef de Via Occitanie. Vous étiez en duplex et en direct de Perpignan Nord, dans la zone
commercial. On va se rendre à Bordeaux où des dégâts ont été très importants. On a vu ces images tout le week-end, le chaos, des affrontements entre les casseurs et les forces de l'ordre. On retrouve Raphaël Orenbuch. Bonjour. Vous êtes sur place Péberlan avec TV7 et le groupe Sud-Ouest. Oui, bonjour Cyril. Effectivement, même début de scénario que la semaine dernière, ici sur la place Péberlan, ce samedi soir, la place bordelaise qui abrite l'hôtel de ville a été encore une fois le théâtre d'affrontements très violents entre les forces de l'ordre et les manifestants en fin de rassemblement des Gilets jaunes. Ce samedi, une manifestation qui a rassemblé 4500 personnes qui ont défilé pour la plupart dans le calme jusqu'à la tombée de la nuit où la situation a dégénéré ici donc, mais également sur les autres artères du centre-ville. Des portions de tramway arrachées, des morceaux de chaussée fondus à plusieurs endroits sous l'effet de l'embrasement des barricades, un bureau de poste saccagé aussi et du mobilier urbain brisé. Pour l'heure, les autorités locales ne disposent pas encore de bilan chiffré de ces dégâts. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que 566 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Bordeaux où 2 véhicules blindés de la gendarmerie ont même été exceptionnellement déployés. Les dommages sont donc importants, je vous le disais, dégradation de biens publics, de vitrines commerciales, de mobilier urbain. Ce sont en tout 32 manifestants qui ont été blessés et 6 policiers. Des scènes de guérilla urbaine qui ont choqué bien sûr passants et commerçants du jamais vu ici à Bordeaux selon la plupart des témoins. Ces actions seraient le fait de plusieurs centaines de casseurs, c'est ce que dit la préfecture. En tout cas, 69 personnes ont été interpellées. 2 d'entre elles doivent même être jugées aujourd'hui en comparution immédiate pour vol avec effraction dans l'Apple Store de Bordeaux qui a d'ailleurs été complètement saccagé. Raphaël Orenbuch et place Péberlan à Bordeaux et le maire de Bordeaux, Alain Juppé, est intervenu. Il était évidemment très en colère. Il n'a pu faire que constater en fait les dégâts, c'est tout. Eh oui, le maire de Bordeaux qui s'est rendu hier dans la matinée autour du cours Victor Hugo pour donc constater les dégâts. Il a pris le pouls chez les commerçants qui travaillent dans cette artère en plein chantier de rénovation depuis plusieurs mois et où des engins de chantier ont même été incendiés. Il a bien sûr condamné ces actes d'une violence inouïe. Il a également appelé Emmanuel Macron à réagir rapidement. Alain Juppé qui s'est dit bouleversé et indigné. Je vous propose de l'écouter hier matin lors de sa visite aux commerçants. Les conséquences, je le répète, sont donc absolument désastreuses et cela doit cesser. Cela doit cesser comment? D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, et qu'il tienne un discours fort à l'attention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie, parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération. Il faut qu'ensuite il annonce des mesures fortes. Et puis il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique. Il faut maintenant que le président s'exprime, c'est une évidence absolue. Voilà, Alain Juppé qui a demandé à Emmanuel Macron de faire preuve d'empathie ce soir lors de ses annonces aux Français. Il demande également au président de la République de leur envoyer un message clair et fort. Merci beaucoup Raphaël Orenbuch. Vous êtes à Bordeaux, place Péberlan en duplex et en direct avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Autre grande ville qui s'est embrasée samedi, Saint-Étienne. La mobilisation des Gilets jaunes a dégénéré. Plusieurs individus ont pillé des magasins et provoqué des incendies. Le maire, Gaël Perdriau, a estimé d'ailleurs que sa ville a été insuffisamment protégée et demande des comptes au gouvernement. Voilà, Guillaume Doyen, Saint-Étienne insuffisamment protégée. Pourquoi? Pour permettre à d'autres villes de l'être mieux? Certainement, à commencer par Paris, évidemment, où était mobilisée une grosse partie des effectifs, et puis d'autres métropoles aux alentours. Saint-Étienne, où le maire s'est d'ailleurs pas mal mobilisé, puisqu'il a souhaité ouvrir un cahier de doléances pour sa population. Donc il voyait qu'effectivement, chez lui, montait actuellement la colère, un certain nombre de tensions. C'est une ville populaire. La population, les classes populaires sont dans le centre-ville, à Saint-Étienne. C'est une ville qui se développe, qui se transforme tout de même, il faut le signaler, mais elle reste en grande difficulté. Voilà. Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, le Courrier des maires, vous êtes avec nous pour le Club de la presse, et Patrice Moyon de Ouest France qui était dans les manifs. Là. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. On va traverser la France à nouveau. Nous allons en Moselle maintenant. Heureusement, dans certaines villes de France, les manifestations se sont déroulées dans le calme. C'est le cas à Metz. On retrouve Arnaud Caël de Via Mirabel. Arnaud, un mouvement calme. Comment l'expliquez-vous, ce calme dans l'Est ?
Oui, c'est vrai. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors les Gilets jaunes restent mobilisés. Les mouvements, vous l'avez dit, ont eu lieu dans le calme. Il faut quand même noter que le mouvement s'est un petit peu essoufflé dans le Grand Est. On a vu 500 personnes défiler dans les rues de Metz samedi dans l'après-midi. Et puis à Nancy, il y avait un rendez-vous qui était annoncé par les Gilets jaunes du côté de la place Stanislas pour symboliquement prendre le centre-ville. Seulement quelques dizaines de Gilets jaunes ont répondu présents à l'appel. Bref, ça a un petit peu fait pchit, il faut bien le dire clairement, surtout qu'en parallèle, il y avait une marche pour le climat qui était organisée. Certains gilets jaunes ont donc troqué leurs gilets jaunes quelque part pour prendre leurs gilets verts. Alors on peut l'expliquer de différentes manières. Tout d'abord, on peut penser au climat, le climat qui a joué un rôle essentiel. Ça fait environ 4 jours qu'il pleut des trompes d'eau du côté de la région Lorraine. Les gilets jaunes ont été un petit peu refroidis, lessivés, fatigués également. Il faut dire que la région a été placée en vigilance orange pour vent violent. Donc le climat a joué un rôle très essentiel. Et puis aussi peut-être la peur de se retrouver dans des scènes d'une violence extrême, comme c'était le cas du côté notamment de Saint-Avold. C'est à 40 km de Metz où il y a eu la semaine passée des interpellations, des blessés en masse et des scènes dignes des violences dignes des plus grandes scènes de guérilla urbaine. C'est Metz et Nancy, bien sûr, votre zone. Est-ce que les élus ont joué un rôle dans ce calme apparent, on va dire, apparent, puisqu'il y a tout de même eu des mobilisations, on l'a vu sur ces images? Alors, à l'instar de ce qui s'est passé au niveau français, bien évidemment, les élus locaux ont appelé à non pas à manifester, mais à manifester dans des conditions très optimales, en tout cas pour éviter toutes sortes de violences. Ils ont appelé à la paix, à l'apaisement, ce qui était plutôt respecté dans l'ensemble. Donc c'est vrai que les élus également se sont mobilisés pour que ça se passe dans le plus grand des calmes, et les forces de l'ordre ont été mobilisées sur place. Beaucoup de forces de l'ordre mobilisées, ce qui a probablement un petit peu calmé les esprits. On verra si ça recommence cette semaine ou non, puisqu'il y a les lycéens également qui se sont greffés à cette lutte avec les Gilets jaunes, et on a observé tout au long de la semaine dernière des gros affrontements entre les lycéens et les CRS. Voilà, à Metz et à Nancy, donc le mouvement qui a moins rassemblé qu'ailleurs, avec Arnaud Caël de Via Mirabel qui était en duplex et en direct. Merci Arnaud, et sans doute à plus tard. Patrice Moyon, grosse différence ce week-end entre la mobilisation dans les régions, dans les territoires, et Paris. Paris, tout le monde craignait effectivement des affrontements. La stratégie adoptée par les forces de l'ordre a cette fois-ci payé, avec des forces de l'ordre très mobiles, qui ont fait un travail très en amont aussi. Moi, j'ai assisté dès 6 heures du matin à des fouilles, des confiscations de masques. Donc, le gouvernement avait aussi dramatisé ce qui pouvait se passer à Paris. Et donc, il y a un relatif soulagement ce matin, puisqu'on n'a pas assisté, même s'il y a eu beaucoup de pillages, il y a eu des feux dans un certain nombre de quartiers, ce n'était pas le chaos que certains craignaient. On a beaucoup pointé la stratégie nouvelle de la police, Guillaume Doyen, la stratégie de la préfecture de police de Paris. Alors elle a porté ses fruits, mais elle a ses limites. 10 000 manifestants, 1000 interpellations à Paris, ça implique une mobilisation absolument énorme des policiers, des gendarmes, de la police judiciaire, du parquet. On ne peut pas réitérer ce genre d'opération. Avec beaucoup de gens relâchés d'ailleurs. Oui, beaucoup de gens relâchés. Près de la moitié. Il y a pas mal d'interpellations préventives, à caractère administratif, puisque on en est là. C'est quand même pas à la police et à la gendarmerie d'assurer la régulation des mouvements sociaux. Finalement, là, ils font du maintien de l'ordre. Donc, quand on entend quand même le syndicat de Police Alliance, gros syndicat de policiers, demander quand même qu'on trouve une solution politique, eux-mêmes commencent à sentir que c'est pas tout à fait leur métier que de régler des problèmes qui relèvent plutôt de l'exécutif ou des députés. Voilà, après donc Bordeaux, après Perpignan, après Metz, on va continuer notre tour de France. On va partir dans le sud de la France. À présent, nous attend Nicolas Gallup, c'est le rédacteur en chef de Provence Azur TV, la chaîne partenaire de cette émission. Marseille s'est elle aussi mobilisée ce week-end. Quel bilan faites-vous ce matin, Nicolas ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Écoutez, un bilan plus que mitigé, puisque la ville et la tension n'est pas vraiment redescendue à Marseille. Comme la semaine dernière, des incidents ont émaillé la manifestation des Gilets jaunes. Alors je vous recontextualise, rassemblement le matin, 2500 Gilets jaunes, ça se passe plutôt dans le calme. Et puis au fur et à mesure de la journée, parce que le défilé est infiltré par les casseurs, les choses dégénèrent. La Canebière est une nouvelle fois pliée, une mêlée de secteur, 1er et 7e arrondissement, qui est éventrée, fracassée, des arrestations, 60
personnes interpellées. Évidemment, à l'intérieur de ces 60 personnes, beaucoup de pilleurs. Les gardes à vue étaient prolongées encore jusqu'à hier soir. Une quinzaine de pilleurs étaient toujours en garde à vue. Et puis ce matin, il y aura une douzaine de comparutions immédiates au tribunal de Marseille. Je dis que l'attention ne baisse pas parce que la semaine dernière, les comparutions immédiates ont nécessité l'évacuation complète du tribunal par peur des manifestations de Gilets jaunes devant le site, manifestations qui n'ont pas eu lieu, je le précise. Et puis, tension qui est palpable aussi devant la mairie, puisque Jean-Claude Gaudin a annulé le conseil municipal ce matin, un conseil municipal qui était déjà très tendu, puisqu'il devait être question du logement insalubre. Bon, vous le savez, plus d'un mois après l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne. Il y avait une manifestation qui était organisée ce matin avec des syndicats, des membres de l'opposition pour réclamer des réponses à Jean-Claude Gaudin. Il a préféré annuler parce qu'il avait peur que des gilets jaunes et des casseurs viennent perturber un petit peu cette manifestation. Donc voilà un petit peu le climat tendu actuellement à Marseille, d'autant qu'il y a eu des interpellations aussi du côté de Arles et que les gilets jaunes restent tout de même mobilisés sur les ronds-points et sur les points de contrôle. Merci Nicolas Gallu. Vous êtes en direct de Marseille, on reste dans le sud, on va à Nice cette fois, où nous attend Denis Caro, c'est le directeur de la rédaction de Nice Matin. Denis, le président va s'exprimer ce soir à 20h, une adresse à la nation depuis l'Elysée. Quelle marge de manœuvre voyez-vous pour le président de la République ? La marge de manœuvre, Cyril, est très étroite. L'exercice est très délicat pour Emmanuel Macron ce soir, qui n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Sur le fond comme sur la forme, les Gilets jaunes et l'ensemble des Français lui demandent de parler depuis des jours. Ils ne se laisseront pas bercer de belles paroles. Sur le fond, le président n'a d'autre choix que d'annoncer des mesures sonnantes et trébuchantes, quelles que soient les options choisies. Coup de pouce au SMIC ou aux retraites, anticipation de la baisse de la taxe d'habitation. Les annonces doivent être fortes et concrètes. Et on l'a vu la semaine dernière avec l'idée hasardeuse du moratoire sur les carburants. Emmanuel Macron ne peut pas donner dans la demi-mesure ce soir. Alors sa difficulté aussi, trouver un dénominateur commun susceptible de satisfaire des gilets jaunes dont les revendications s'apparentent à une longue liste au Père Noël. Sur la forme, enfin, Emmanuel Macron devra jouer l'humilité. Il est jugé arrogant, hautain. Il a visiblement amorcé un mea culpa. Il faudra que ça se voie à l'écran ce soir. Il devra également, Emmanuel Macron, ne pas parler uniquement aux gilets jaunes ce soir, mais aussi rassurer une partie des Français plutôt favorables au mouvement. Ce sont les gens qui klaxonnent au rond-point et qui lèvent le pouce, mais qui commencent à s'inquiéter des dégâts hallucinants. On l'a vu, observé à Paris, Toulouse ou Bordeaux, et qui commencent eux aussi à subir les conséquences du mouvement. En résumé, satisfaire les uns et rassurer les autres, une sacrée responsabilité ce soir pour le chef de l'État. Denis Caro, en direct de Nice. Ça nous intéressait d'avoir votre point de vue car vous avez organisé la semaine dernière une réunion dans vos locaux à Nice Matin entre élus et gilets jaunes. Guillaume Doyen, c'est une bonne idée ça pour reconnecter les choses, ce qu'a fait Nice Matin. Alors oui, Nice Matin a toujours d'excellentes idées. Globalement, rapprocher les élus de la population, c'est absolument nécessaire. Ils peuvent se faire d'abord les porte-voix des revendications et c'est ce qu'ils disent depuis des mois. Oui, ils le disent depuis des mois. Ils peuvent aussi faire redescendre la politique de l'exécutif, la politique gouvernementale en direction des populations. Les élus, même quand ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, sont quand même les garants des institutions républicaines au sens large, pas seulement de leur mairie, mais aussi de l'exécutif, de la présidence, sont des gens calmes, si vous voulez. Donc ils sont tout de même en mesure de porter des messages de dialogue et surtout de mettre en œuvre des politiques, quand ils en ont les moyens, des politiques qui permettent aussi de soulager les gens. Les services publics locaux, ça soulage pas mal la population, ça fait partie finalement aussi de vos revenus, ce que vous ne payez pas par ailleurs, vous l'avez quand même gratuitement par les services publics locaux. Mais dites-moi, les élus, j'allais dire toutes tendances politiques confondues, ils vont jouer le jeu d'Emmanuel Macron ? Je vous dire, je le crois. Je le crois d'abord parce qu'ils l'ont proposé. Alors le jeu d'Emmanuel Macron, c'est peut-être pas le bon mot en tout cas, mais ils ont déjà proposé, ils ont déjà appelé au calme l'Association des maires ruraux de France et l'Association des petites villes de France, association pas très connue, mais qui compte un grand nombre d'élus, ont proposé de faire une journée mairie ouverte samedi pour que les gens puissent déposer leurs doléances. Et là, on est dans le cœur du sujet. Ce sont des gens qui habitent dans des
petites villes, des villes un peu éloignées de tout, ce sont souvent pas mal d'endroits où on est en situation de dépeuplement, donc on est un peu au cœur du mouvement des Gilets jaunes là. Donc effectivement, faire entendre la voix des gens, poser des diagnostics, c'est déjà quelque chose. Ça n'est pas tout, on est bien d'accord, parce qu'il faut quand même que ça se traduise par des vraies politiques, mais c'est déjà un début. Alors c'est quoi? Mobilité, habitat, fracture numérique. Oui. Ils sont au plus près de ces problèmes-là, les maires. Oui, et ils peuvent développer des politiques de mobilité, mais ça ils le font déjà, il faut le savoir, mais ils peuvent aussi le faire encore plus. Le covoiturage, l'autopartage, ils peuvent financer certains... Il y a de plus en plus d'aires de covoiturage, y compris dans les petites communes. On le voit, des parkings exprès établis pour ça. Exactement, et vous devez savoir même que dans des coins de France un peu improbables, certaines intercommunalités financent des vélos électriques, donnent des aides aux vélos électriques, à l'achat de vélos électriques. Donc il se passe plein de choses, et c'est probablement par elles qu'un certain nombre de problèmes peuvent se régler. Quand même, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a dit hier que le temps des territoires était venu. Voilà, c'est sa déclaration. On arrête de gouverner par le haut. Donc il a lancé un vrai appel à la décentralisation. Alors, les mairies de France ont ouvert des cahiers de doléances, une initiative mise en place par l'Association des maires ruraux de France, vous en parliez. L'objectif, c'est de recueillir ces doléances et ces propositions pour améliorer le quotidien des habitants. Les explications avec ce reportage de Via Occitanie. Brigitte écrit tout ce qu'elle a sur le cœur, ici dans les locaux de la mairie de Montbazin, dans l'Hérault. Elle demande notamment la revalorisation de sa pension de retraite évaluée aujourd'hui à 600 €. Des doléances qu'elle a pu écrire grâce à l'Association des maires ruraux de France. Tous les jours, les gens viennent pleurer aux mairies, est-ce que je peux pas avoir une aide? Parce que maintenant c'est l'alimentaire, on touche à l'alimentaire, on n'arrive plus à se nourrir. Non, à un moment donné, il faut s'arrêter. Je pense qu'ils sont plus sensibles parce qu'ils côtoient les gens comme nous, quoi. Voilà, alors que les autres, ils sont dans un nuage, quoi, sur des hautes sphères. Ils engrangent, c'est tout ce qu'ils pensent, les paradis fiscaux, et nous, on peut crever, ils n'en ont rien à faire. Alors toutes les mairies de villes de moins de 3500 habitants ont ouvert leurs portes. L'idée, c'est de faire remonter les problématiques du quotidien auprès des préfectures en cette période de crise des Gilets jaunes. Alors parmi la trentaine de résolutions couchées sur papier... Bien sûr, la suppression de la CSG, la dernière grosse augmentation qu'il y a eu, qui a vraiment pénalisé les retraités. Effectivement, remonter le niveau du SMIC, parce qu'à un moment donné, la colère, elle est là aussi. Bien sûr, l'ouverture plus des services publics, comme la poste, comme les hôpitaux, plus d'infirmières, ça remonte également. L'Association des maires ruraux va mettre en place un site internet pour que tout le monde puisse faire des propositions en ligne. Voilà, pour les élus locaux. Puis je signale ce papier dans le courrier des maires, journal que vous dirigez, Guillaume Doyen. Quelle place pour les élus locaux et les territoires dans cette sortie de crise? Patrice Moyon, les Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir après avoir vu partenaires sociaux et élus. Il fait des consultations toute la journée à l'Élysée. Alors là, c'est la reprise de dialogue avec tous les corps constitués et corps intermédiaires. Tous ces fameux corps intermédiaires qui avaient été court-circuités. Benjamin Griveaux parle ce soir à propos du président de la République d'annonces fortes. Effectivement, le président de la République maintenant a besoin de casser cette spirale de violence et de contestation pour reprendre la main. Mais il est face à une difficulté, c'est-à-dire il doit à la fois faire des annonces fortes pour rassurer les Gilets jaunes, mettre fin à la contestation, et en même temps ne pas casser les réformes qu'il veut mettre en œuvre. C'est compliqué. La marge, et sachant que la marge de manœuvre sur le plan budgétaire est très étroite. Alors, voilà, Offray, dans Libération, ce week-end, il est écrit pour Macron contrition et concertation. Les deux en même temps. Oui, c'est ça. Alors, l'acte de contrition va être un moment sans doute extrêmement fort dans le mandat. Le changement de style va être radical. La concertation, là, quand même, il va recevoir aujourd'hui pour consultation donc tous les syndicats de salariés, les associations patronales, les associations d'élus, donc ils rentrent vraiment dans quelque chose de Toutes les forces territoriales, comme on dit. Toutes les forces territoriales, on les appelle le corps intermédiaire, mais les élus sont bien plus que ça. Ils sont des représentants du suffrage universel, chacun d'entre eux. Alors, le mea culpa que tout le monde attend, Patrice Moyon, quelle forme il peut revêtir? Je pense que le mea culpa, c'est d'abord un changement de ton, c'est un changement de style, c'est mettre fin aux petites phrases qui ont, à mon avis, causé des dégâts considérables à l'image d'Emmanuel Macron. Et finalement, c'est
d'une certaine façon, c'est aussi un retour aux sources, parce qu'il faut se souvenir que La République en marche et l'élection d'Emmanuel Macron, elle a été construite à partir d'un travail de terrain avec les marcheurs, justement, qui ont fait du porte-à-porte. Donc c'est renouer finalement avec ce qui a fait son succès. En même temps, ce qui a posé problème, c'est qu'il y a très peu d'élus. Territoriaux municipaux. Alors, le double problème, c'est un, il n'y en a quasiment pas, et deux, il s'est fâché avec eux, avec les autres. Donc là, ça commençait quand même très mal. On a vu un bon moment de tension au Congrès des maires, là, fin novembre. Mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le terrain, en province, tout le temps. Il va pas arrêter cette là. Itinérance. Mais lui, son gouvernement va y aller tout le temps. Oui, il a besoin d'être sur le terrain, il a besoin d'être au contact des Français, il a besoin de s'appuyer sur ce formidable réseau d'élus locaux, 530 000 élus locaux en France. Et sachant qu'il est quand même face sur la scène politique nationale à des partis qui ne se portent pas bien. Donc c'est peut-être les élus locaux qui peuvent lui permettre de reprendre effectivement ce contact. Voilà, merci Patrice Moyon de Ouest France, Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes et le Courrier des maires. On ne l'oublie pas, on va regarder ensemble la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, de Pacifique et des Caraïbes. Et puis les deux invités politiques qui suivront sont Aurore Berger, qui est porte-parole de La République En Marche, et Geoffroy Didier, qui est secrétaire général délégué des Républicains, qui nous rejoindront après. Mais tout de suite, c'est la météo. On regarde ensemble, on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver nos invités politiques, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, et Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains, on va tout de même regarder ce qui s'est passé dans le monde avec le ZAC Monde en quelques minutes, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. On regarde ensemble, on se retrouve après avec nos invités politiques. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. On l'avait surnommé le gouvernement de la Suédoise, à l'image des couleurs bleues et jaunes des partis politiques qui le composent. Beaucoup lui prédisaient un avenir peu radieux, notamment à cause de la présence historique de la NVA, le parti des nationalistes flamands. Finalement, cette Suédoise aura duré près de 4 ans avant de finir par exploser hier soir. Je prends donc acte ce soir que la NVA quitte la majorité suédoise. Ce que les nationalistes flamands n'ont pas supporté, c'est la décision du Premier ministre Charles Michel d'adopter le pacte de la migration de l'ONU. Un texte auquel ils sont fermement opposés. Le portrait de l'ex-président de Nissan affiché dans les rues de Beyrouth. Un soutien à première vue insolite, à l'heure où l'homme d'affaires semble tomber en disgrâce dans le reste du monde. Mais ici, Carlos Ghosn est pour beaucoup un symbole de la réussite de la diaspora libanaise. Alors quand le franco-libano-brésilien est accusé au Japon, le soutien s'est d'abord affiché sur les réseaux sociaux et sous la forme d'une pétition. Il a investi, il a fait des sociétés, il a aidé des gens, il a aidé des écoles gratuitement, il a parrainé des élèves, voyez.
Donc pour nous, c'est une obligation plutôt. Une réponse sécuritaire qui a relégué au second plan les quelques annonces du Premier ministre sur le gel des taxes sur le carburant notamment. Quant à la communication offensive du gouvernement basée sur les chiffres records d'interpellations ou les coûts des dégâts matériels, elle laisse dubitatif tout autant les manifestants que l'opinion publique. J'en veux à ce gouvernement de ne pas avoir écouté depuis 3 semaines ceux qui, s'il avait écouté, auraient évité tout ça. Toute la famille est réunie devant la télé pour un duel en direct entre 2 ex-présidents qui ont un lourd contentieux à régler. Marc Ravalomanana a dirigé Madagascar pendant 8 ans avant d'être chassé du pouvoir par Andry Rajoelina en 2009. Près de 10 ans après, c'est l'heure du règlement de compte au second tour de la présidentielle le 19 décembre. Ici, dans le salon de la famille Andjianar, les parents soutiennent le candidat numéro 13. On dit que Andry Rajoelina a fait un coup d'État en 2009, mais quand je regarde le débat à la télévision, je suis convaincue par son projet.